Je suis en compagnie de Vivien. Vivien, bonjour. Bonjour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'entreprise à mission. On va attendre quelques minutes, les quelques minutes traditionnelles. On va en profiter pour se présenter, Vivien et moi, mais surtout, si, voilà, pour vous expliquer comment ça marche, on va faire, alors c'est une session un peu particulière aujourd'hui où, ça va être des questions-réponses principalement. Donc je vais interviewer Vivien, mais je vais aussi m'appuyer beaucoup sur vos questions. Donc si vous avez des questions sur, l'entreprise à mission, et ben, vous avez le chat en bas à droite. Voilà, donc là, par exemple, je mets, «bonjour», voilà, et puis n'hésitez pas à, bah, poser vos questions, dans le chat. Je vais essayer de les synthétiser et j'essaierai d'être votre porte-parole, voilà, pour poser les questions à Vivien. Alors quelques mots sur moi-même et sur Biharmonist. Donc, bah, Biharmonist, on est un collectif d'harmonistes en l'occurrence, et on est des experts de la culture d'entreprise, des experts de la mise en action, de la cohérence des entreprises, de l'alignement des entreprises autour de leur culture. Alors, ça veut dire quoi la culture? C'est la raison d'être, c'est, voilà, donc la raison d'être peut amener l'entreprise à mission, c'est les valeurs, c'est la vision de l'entreprise. Donc nous, toute l'idée, c'est de réhabiliter ce mot culture, en fait, hein. Nous, on est des militants on trouve que la culture d'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important. On parle d'ADN d'entreprise, on parle des fondamentaux de l'entreprise, et c'est ce qui va faire que, l'entreprise a, des fondamentaux clairs, mais aussi inspirants, énergisants, et à ce niveau-là, la raison d'être et l'entreprise à mission sont partie intégrante. On va aussi beaucoup travailler, donc on va travailler là-dessus, on va travailler sur les marques employeurs, aider les entreprises à mieux recruter, à fidéliser plus. Il y a énormément de besoins aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises ont fait beaucoup de choses, mais ça manque de puissance. Leur marque employeur manque de puissance. Il y a une énorme dynamique autour de ça. Et puis, on va travailler aussi sur du coaching de dirigeants. Si vous êtes un dirigeant et que vous souhaitez scaler, bah, voilà, on va vous aider à passer les étapes, et vous aurez un harmoniste à vos côtés de manière bienveillante et constructive qui vous aidera à vous poser les bonnes questions. Donc voilà, voilà, et bien surtout, je passe la parole à Vivien. Et je rappelle voilà, n'hésitez pas à poser des questions quelles sont les questions que vous posez autour de l'entreprise d'émission. Vous seriez content à la fin de ce webinaire si on a répondu à quoi? Voilà, donc dans le chat. Vivien, alors donne-nous quelques mots sur toi. Bah, déjà bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là ce matin pour, cette fin de matinée pour ce webinaire. Donc quelques mots, me concernant. Donc, Vivien Pertuso, je suis le fondateur de la Machine à Sens, qui, à l'origine est une newsletter, hebdomadaire sur, les entreprises rôle modèle avec une grosse focale sur les entreprises à mission. Et donc, une des particularités de la newsletter est que je fais un décryptage, toutes les semaines d'une mission d'entreprise, donc la raison d'être et les objectifs. Donc là, j'en ai un peu plus d'une cinquantaine maintenant en stock. Depuis quelques mois maintenant, il y a également un podcast, qui est complètement dédié aux entreprises à mission, dans lequel j'interviewe des dirigeants d'entreprise ou des managers de mission, mais également des experts qui peuvent apporter des éclairages intéressants sur des enjeux sociaux ou environnementaux. Également, j'accompagne des entreprises à devenir entreprises à mission, ou pour celles qui le sont déjà, à en tirer le meilleur parti. Parce qu'on y reviendra probablement, mais il y a le jour d'avant, avant de devenir entreprise à mission, et il y a le jour d'après. Une fois qu'on est devenu entreprise à mission, finalement le travail, commence, véritablement. Et j'en profite d'ailleurs pour vous mettre tous les liens, comme ça vous pouvez, tout retrouver. Je vous mets un lien vers un arbre à liens, comme on dit, qui vous permet de trouver tous les liens vers le podcast et la newsletter notamment. Voilà, donc comme ça, vous avez tout, et je vous recommande vivement la newsletter, de vous y inscrire. C'est une newsletter, voilà, comme le dit Vivien, qui analyse les missions et qui vous donne pas mal d'actualités, autour de l'entreprise à mission. Alors, peut-être première question, comment définissez-vous une entreprise à mission? C'est une question de Sandra, on démarre par ça. Bah, alors c'est bien, c'est une bonne manière pour commencer effectivement. Donc une entreprise à mission, alors déjà c'est un cadre juridique aujourd'hui, qui a été instauré par la loi Pacte en 2019, donc c'est assez récent puisque les décrets d'application en plus ont été votés ont été, ouverts en 2020, janvier 2020. Donc on est vraiment sur une innovation juridique assez récente. L'entreprise à mission, elle se caractérise par quoi? Elle se caractérise par plusieurs choses. La première, c'est que l'entreprise inscrit dans ses statuts une raison d'être et des objectifs. Donc la raison d'être, elle doit répondre à un enjeu ou à des enjeux sociaux et ou environnementaux.
On pourra revenir sur un certain nombre d'exemples, mais en fait, c'est à partir de l'activité de l'entreprise, c'est de se dire: «À quoi mon entreprise sert dans la société?» Donc c'est même pas une question de à quoi mon entreprise sert tout court, c'est vraiment à quoi mon entreprise sert dans la société, à quels besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux, mon entreprise souhaite, répondre, évidemment à l'échelle de l'entreprise. Donc ça, c'est pour la raison d'être, et pour compléter cette raison d'être et la rendre plus concrète, la loi, demande que les entreprises choisissent des objectifs statutaires. Ces objectifs, en fait, viennent vraiment compléter la raison d'être. Donc ça peut être des objectifs sur, encore une fois, des enjeux sociaux, des enjeux, territoriaux parfois pour les entreprises qui ont un ancrage territorial très fort, des enjeux environnementaux et cetera. Finalement, c'est pour mettre l'entreprise en dynamique. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie, je vais dire, amont, et ensuite pour cadrer et faire en sorte que cette entreprise à mission puisse vivre et être quand même, évaluée de temps en temps, il y a la mise en place d'un comité de mission pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est pas nécessaire pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent juste avoir un référent de mission. Donc là, il y a un organe, dans la gouvernance, donc le comité de mission, qui vient, accompagner, challenger l'entreprise dans le déploiement de sa mission, de le respect de ses engagements, et cetera. Et il y a également, une évaluation, on peut dire un audit aussi, qui est fait par, un organisme tiers indépendant, donc qui vient auditer, la mission et le respect des engagements, de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les 4 composants, principaux, de la mission, sachant qu'après il y a d'autres petites choses, il y a un rapport de mission et cetera, mais c'est les 4 composants vraiment essentiels pour comprendre ce que c'est qu'une entreprise à mission. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est né de la loi Pacte, et la loi Pacte prévoit plusieurs niveaux. Alors, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif? On n'est pas obligé d'aller tout de suite à l'entreprise à mission qui est finalement qui va donner un statut parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, ce statut d'entreprise à mission, vous le mettez dans vos statuts, de l'entreprise, voté par les actionnaires. Donc, voilà, donc il y a une sorte d'engagement, en termes de communication, d'engagement, sur sa mission. Mais il est possible de travailler sur sa raison d'être sans forcément aller jusque-là, en fait. Est-ce que, voilà, il y a différents degrés, tu peux peut-être nous en parler? Oui, en fait, la loi Pacte a créé, une espèce de fusée à 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc c'est, tel que c'est écrit dans la loi, chaque entreprise, chaque société, puisque là on parle des sociétés commerciales, hein, c'est pas quelque chose qui s'applique, aux associations. Donc ça peut s'appliquer également aux mutuelles et aux coopératives. Donc chaque société commerciale, mutuelle ou coopérative, doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Donc ça, c'est quelque chose, en fait, c'est d'une certaine manière, ça inscrit dans le marbre le fait que la RSE fait partie de la gestion des entreprises de toute taille aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième et un troisième niveau qui sont facultatifs. Le premier niveau, c'est la raison d'être, et donc chaque entreprise peut décider d'inscrire, encore une fois, dans ses statuts, donc il y a une forme d'engagement, mais qui est moins fort que la société à mission. Donc chaque entreprise peut décider d'inscrire dans ses statuts une raison d'être, qui, comme je le disais tout à l'heure, répond à un enjeu social et ou environnemental. Certaines entreprises ont décidé de ne pas inscrire la raison d'être dans les statuts. C'est une possibilité aussi. Et il y a un troisième niveau, donc qui est le plus engageant, c'est la société à mission. Donc quand on parle de société à mission, entreprise à mission, c'est exactement la même chose, hein, c'est juste d'un point de vue juridique. Et donc là, c'est un cran plus loin, puisque déjà on détaille plus, la raison d'être, et les objectifs, et surtout il y a une vérification qui est faite en aval, ce qui n'est pas le cas quand on décide juste d'inscrire, sa raison d'être dans ses statuts. Voilà, donc 4 degrés, hein. Le degré déjà 1 de bah, on est une sorte d'entreprise normale. Le degré où on va définir sa raison d'être, mais on va l'utiliser, on peut le mettre sur son site web et cetera, mais on va pas forcément la mettre dans ses statuts. On définit sa raison d'être et on la met dans les statuts, d'accord? Et puis le côté, cette fois-ci, entreprise à mission, avec ce côté vérification, comité de mission, enfin tout ce process. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ça a structuré énormément la démarche, on va en parler. Alors il y a une question quand même d'Alexia. Est-ce qu'on peut se dire, entreprise à mission, si on est au niveau 2, c'est-à-dire, au niveau, par exemple, on a défini sa raison d'être, on la met dans les statuts, mais on fait pas le comité de mission, on fait pas la vérification, et cetera. Est-ce qu'on peut se dire, entreprise à mission? Alors non.
En fait, ce qu'il faut on peut se dire entreprise à mission, c'est-à-dire que, on peut communiquer sur le fait qu'on est une entreprise à mission, mais, d'un point de vue juridique, vous ne serez pas une entreprise à mission. En fait, donc la qualité juridique, c'est pas vraiment un statut, il faut vraiment il faut différencier le statut, donc vous restez une société anonyme, une SARL, une SAS, peu importe. Donc ça, ce statut juridique-là, vous le conservez, mais, sur votre cabis, il y a marqué société à mission en dessous de votre statut juridique. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous avez inscrit votre raison d'être dans vos statuts, vous avez une raison d'être dans vos statuts, mais vous n'aurez pas marqué société à mission. Donc, il y a vraiment une distinction à faire entre les deux. Et c'est vrai que je le remarque, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, sans être entreprises à mission, parfois même sans vraiment avoir de raison d'être, se déclarent entreprises à mission parce qu'elles estiment que leur activité est à mission. Mais Ouais, c'est quand même, il faut vraiment faire la distinction entre les deux, hein. et là, sur votre cabis apparaîtra, les greffiers sont formés à ça, apparaîtra le statut d'entreprise à mission, d'accord? Ouais. Alors sur le plan légal, en fait, c'est une sorte d'obligation, enfin, c'est une sorte de statut qu'on se donne, que l'entreprise se donne, que c'est les actionnaires vont voter, donc il faut déjà évidemment que le dirigeant, on va en parler, ça soit favorable, bien sûr les actionnaires aussi, et puis quelque part, c'est une action de créer un cadre, pour l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le format. Est-ce que c'est plus contraignant que ça? Est-ce que c'est quoi en fait, quels sont les engagements véritablement lorsqu'on est entreprise à mission? Bah, alors il y a un engagement moral. Il y a un engagement moral qui est en fait assez fort, puisque on sent que l'entreprise en fait, ce qu'il faut dire, c'est probablement une des premières fois où la loi offre la possibilité aux entreprises de se mettre ses propres objectifs, ses propres engagements, sans rien imposer de très, très clair. La loi est franchement à ce niveau-là, très peu explicite sur, la manière dont on formule une raison d'être, le nombre d'objectifs, le type d'indicateur et cetera. Donc c'est chaque entreprise, qui décide par rapport à ses ambitions, ses ressources, ses capacités, et cetera, de définir ses objectifs, ses enjeux, ses indicateurs, sa manière de piloter sa mission. Et donc il y a un engagement moral qui est de dire: «Si je me lance dans cette démarche-là, si mon entreprise se lance dans cette démarche-là, à ce moment-là, il faut quand même que j'aille jusqu'au bout». C'est pas juste de l'affichage, ça ne peut pas être considéré comme de l'affichage, d'autant plus que, pour le moment, comme c'est très jeune, ceux qui se lancent sont des personnes qui sont convaincues de l'intérêt, pour leur entreprise et même plus globalement de l'intérêt d'avoir des entreprises qui ne servent pas que, à créer de la richesse, économique, mais également à répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Donc Ouais. premièrement, il y a une c'est pas une contrainte, mais en tout cas, il y a un engagement moral de l'entreprise. Ensuite, quand on passe entreprise à mission en tout cas, il faut respecter ses engagements puisque l'OTI, donc l'organisme tiers indépendant qui va venir vérifier les engagements de l'entreprise, peut, déclarer que, certains engagements n'ont pas été respectés et à ce moment-là, la qualité de société à mission peut être remise en cause. Ça ne veut pas dire que l'entreprise perd sa qualité de société à mission, mais ça veut dire qu'il y a quand même du travail à faire. Parce qu'en fait, on peut perdre sa qualité de société à mission, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'amende pour une entreprise qui ne respecterait pas sa qualité de société à mission, mais elle peut perdre sa qualité de société à mission si une partie prenante, une personne intéressée, pour reprendre les termes de la loi, personne intéressée, donc c'est quand même très, très large, une personne intéressée, on va dire n'importe quelle partie prenante, estime que, l'entreprise n'a pas respecté, tout ou partie de sa mission, tout ou partie de ses engagements et donc là, un juge peut statuer et dire, à l'aune de certains éléments, eh bien, j'estime que l'entreprise doit, perdre sa qualité de société Voilà, à mais mission. mais on va dire que c'est la seule sanction, c'est de perdre ce statut. Exactement. Il y a pas d'autre impact que ça. Alors il y a un truc qu'on peut dire, c'est une question de, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, hein, mais si j'ai pas encore répondu à la question, c'est que j'essaie de les organiser et les structurer, hein, mais ne vous inquiétez pas, posez vos questions mais il y avait une question sur le fait que est-ce que c'était une initiative purement française, en fait? C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a en Italie des initiatives assez proches, mais c'est quelque chose et d'ailleurs qui commence à avoir une dynamique européenne. Je crois que la France essaie de pousser ça au niveau européen, non? Si est-ce que je me Oui, trompe? en fait, donc initialement, la société à mission s'inspire d'un statut pour le coup, un vrai statut juridique qui existe aux États-Unis, donc qui est pas le Benefit Corporation, qui est encore un autre statut assez, franchement assez confidentiel. Et donc parce que c'est des travaux de recherche à l'origine, hein, qui ont amené
qui ont amené la société à mission. Et c'est vrai que aujourd'hui, la société à mission est une initiative française, qui a été portée par le gouvernement français. En Italie, effectivement, il y a quelque chose qui est assez proche de l'entreprise à mission, pas tout à fait pareil, la société benefit. Et il y a d'autres pays qui réfléchissent à quelque chose qui pourrait ressembler à ce que la France a pu faire. Mais c'est vrai qu'il y a des volontés, notamment de la part de la communauté des entreprises à mission, de faire monter ces réflexions au niveau européen. Donc c'est pour ça qu'on commence à voir émerger ces sujets-là à un niveau, européen. Ça prendra du temps évidemment, hein, pour que ça arrive à ce niveau-là. Mais je pense qu'on verra de plus en plus émerger dans différents pays, en Suède, en Belgique, en Allemagne, il commence à y avoir des discussions, même en Espagne, sur ces sujets-là. Donc on sent qu'il y a une mouvance qui dépasse les frontières hexagonales sur ce sujet-là. Ouais, vivement qu'il y ait une dynamique européenne parce que ça serait vraiment, vraiment génial. Alors on va parler des bénéfices de tout ça, mais il y a pas de bénéfices véritablement ni fiscal ni, et cetera, en fait. On va parler des bénéfices en termes de communication, en termes d'attractivité, en termes de et cetera. Ça, on en parlera tout à l'heure. Juste une question d'Alexia sur le comité de mission. Le comité de mission est composé, par qui? Alors le comité de mission, encore une fois, hein, la loi a rendu la chose assez flexible. La seule contrainte que la loi impose, c'est qu'il y ait au moins un salarié de l'entreprise au sein du comité de mission. Pour le reste, le comité de mission est composé des personnes, que vous avez envie d'avoir autour de la table. Globalement, ce qui se passe le plus fréquemment, et en tout cas moi c'est ce que je recommande et je suis loin d'être le seul à faire ça, c'est d'avoir un mélange entre des personnes internes et des personnes externes. À savoir des personnes internes, c'est, d'avoir par exemple des personnes qui sont, au CODIR ou au COMEX. En tout cas des personnes qui peuvent, faire le lien entre les instances dirigeantes de l'entreprise, voire le board s'il y en a un, et le comité de mission pour éviter qu'il y ait des différences de point de vue ou, des divergences en termes un manque de transparence ou d'information, de communication entre les différentes instances. Ensuite, des personnes qui peuvent apporter en interne, qui peuvent apporter un regard assez transverse. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver assez fréquemment, par exemple, les DRH au sein des boards ou des personnes qui ont, encore une fois, une vision assez 360 de l'entreprise et des parties prenantes externes. Et donc là, il y a un peu de tout. Ça peut être des clients. C'est assez fréquent en fait de mobiliser un ou 2 clients, notamment en B2B, des clients assez historiques, assez proches de l'entreprise. Ça peut être des partenaires aussi, qui viennent apporter leur regard, des partenaires historiques. Ça peut être aussi, des parties prenantes qui représentent des clients. Donc par exemple, si vous êtes sur des marchés publics, ça peut être un élu, qui peut être au sein du comité de mission. Moi par exemple, je fais partie d'un comité de mission aussi. Et donc là, j'interviens plus en tant qu'expert, sur les sujets d'entreprise à mission. Donc comment articuler un petit peu la mission avec le business de l'entreprise et cetera. Ou alors c'est des représentants d'actionnaires. Donc il y a vraiment, il y a un peu de tout dans la manière dont les comités de mission peuvent être organisés aujourd'hui, mais la seule contrainte étant qu'il faut un salarié de l'entreprise et ensuite c'est à vous de décider. Mais point absolument fondamental sur le comité de mission, il faut vous dire que les personnes autour de la table doivent quand même connaître le business de l'entreprise et doivent pouvoir apporter quelque chose. Donc si c'est juste de construire un comité de mission avec des personnes qui certes sont tout à fait compétentes, mais connaissent peu l'entreprise, peu la manière dont elle fonctionne, et cetera, en fait ça risque d'être assez stérile et même s'il y a des discussions qui sont intéressantes, la réalité de ce que le comité de mission peut faire et peut apporter à l'entreprise sera assez limitée. En fait, ce qui est très intéressant avec, l'entreprise à mission, c'est que nous, par exemple, sur Beermoney, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la raison d'être, donc on était très en avance, on était très précurseurs, là-dessus. Donc travailler sur les raisons d'être, on le faisait, mais c'était pas forcément évident de travailler sur les objectifs statutaires, les objectifs qui étaient déclinés. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de travailler sur des objectifs mesurables. Parce que tout le comité de mission, et l'organisme tiers indépendant vont devoir vérifier. Donc, c'est cette mécanique qu'il faut bien comprendre qui est hyper, je dirais, intéressante. C'est qu'on se fixe un objectif
objectif très lointain, de la raison d'être et puis derrière, on va la décliner en objectifs, quelquefois en sous-objectifs, en KPI, donc en indicateurs mesurables et on va les suivre. Donc vous avez et derrière, il va y avoir le comité de mission, il va y avoir un rapport de ce comité de mission et il va y avoir un contrôle par rapport à ça. Donc c'est vraiment une démarche et après, que vous choisissiez de devenir entreprise à mission, donc de faire ce sort de coming out, en termes de communication et de l'assumer, cette posture, ou que vous disiez: «Je voudrais travailler sur ma culture et donc je voudrais faire de ma raison d'être quelque chose qui vraiment infuse dans toute l'entreprise», et ben, c'est les meilleures façons. Donc, je dirais, c'est le même travail, en fait. Si vous voulez vraiment travailler très professionnellement et très profondément sur votre raison d'être qui va énergiser vos équipes, hein, et aujourd'hui, on va le voir dans les bénéfices, c'est une question surtout d'attractivité des talents et des clients, d'accord? Quand vous êtes entreprise à mission, ça, voilà, ça vous donne une sorte de légitimité, vis-à-vis de ça et donc voilà, là, il y a une structure qui définit un peu la best practice, la façon de le faire, quoi. Alors quel est le timing pour faire ça et notamment, travailler sur sa raison d'être? Combien de temps ça prend et quel type de recommandations tu donnerais pour bien faire ce travail? Parce que, c'est un travail dans la durée, ça, on va inscrire ça dans ses statuts, donc c'est voilà, c'est quelque chose d'assez profond, qu'est-ce que tu recommandes? Quelles sont les best practices que tu pourrais nous dire? Alors au niveau du temps, pour passer entreprise à mission, donc là je vais prendre vraiment du début, c'est-à-dire le moment où l'entreprise se dit: «On a envie de passer entreprise à mission» jusqu'au dépôt des statuts. En fonction de la taille et de l'ancienneté de l'entreprise, ça peut prendre entre 4 et 9 mois. 4 mois, c'est vraiment pour les entreprises qui sont jeunes, qui ont finalement peu de parties prenantes à interroger et cetera et donc le travail peut être fait assez rapidement, et 9 mois, c'est pour voire plus pour dans certains cas de figure. C'est pour les plus grandes entreprises qui ont beaucoup de gens à interroger, beaucoup d'alignements à faire en interne et donc ça devient quelque chose de plus politique. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut se dire, c'est que passer entreprise à mission est quelque chose de fondamentalement stratégique et donc ça nécessite, et ça c'est dans les bonnes pratiques, ça nécessite un sponsorship très fort de la direction générale, donc à toutes les étapes. Ça c'est absolument essentiel, première chose. La deuxième chose, c'est que, les actionnaires, s'ils ne sont pas à l'intérieur de l'entreprise, soient, volontaires, soutiennent ou en tout cas ne soient pas en opposition par rapport à cette démarche-là, puisqu'encore une fois, comme on modifie les statuts, les actionnaires, on voit au chapitre. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est de bien inclure ces actionnaires dans la discussion. 3e élément de réussite aussi, c'est, de faire à la fois un travail introspectif, parce que fondamentalement devenir entreprise à mission, bah, c'est regarder, un petit peu l'histoire de l'entreprise, l'existant, tel que l'entreprise est aujourd'hui et aussi de se projeter. Donc il y a un travail très introspectif, donc c'est pour ça que généralement, c'est mieux quand même de co-construire, sa mission, donc c'est sa raison d'être et ses objectifs, avec des personnes en interne, que ça soit le comité de direction, quelques collaborateurs clés, voire, la totalité des collaborateurs pour quand c'est faisable. Donc ça, c'est pour le travail interne et également d'associer quelques parties prenantes externes. Là, je pense particulièrement à des clients, à des partenaires, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Encore une fois, tout à l'heure, si vous avez beaucoup de marchés publics, ça peut être des élus locaux et cetera. Donc ça c'est pour la partie un petit peu co-construction aussi et ça, c'est vraiment très, très important. Mmh. Et la dernière bonne pratique que je peux donner aussi, c'est de se dire: l'entreprise à mission, comme je le disais, ça reflète à la fois le passé de l'entreprise, si elle en a, le présent de l'entreprise, mais également l'avenir. Et ça, c'est un des plus gros écueils que je peux voir moi aujourd'hui dans les entreprises qui décident de passer société à mission, c'est qu'elles oublient que l'entreprise à mission finalement, c'est quelque chose qui vous met dans une démarche d'amélioration continue. Une phase d'innovation permanente à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit l'innovation organisationnelle, produit, R&D, peu importe. Mais il y a vraiment cette dynamique de se dire: finalement avec la mission, on a une espèce de boussole, à laquelle on peut se référer, peu importe la météo. C'est de se dire: «Voilà la direction dans laquelle on veut aller» et ça, c'est absolument fondamental aussi de se projeter quand on fait ce travail de société à mission. Donc c'est pour toutes ces raisons,
c'est de se dire, c'est un travail qui est finalement assez complexe, qui demande un peu de maturation aussi puisque, et ça c'est un des autres écueils, beaucoup d'entreprises se précipitent. C'est-à-dire elles ont trouvé leur raison d'être, elles sont absolument enthousiastes et donc parfois se précipitent et 6 mois plus tard se rendent compte que soit la raison d'être est un peu plan-plan, soit, finalement elle est assez peu activable, d'un point de vue, organisationnel ou d'un point de vue business. Et donc pour toutes ces raisons quand même, moi je conseille, évidemment, mais pour de bonnes raisons je pense, de se faire accompagner dans cette démarche parce que ou d'avoir à minima quelqu'un qui puisse vous challenger dans ce travail-là. Parce que sinon, en fait, vous pouvez assez rapidement tomber dans quelque chose qui est très introspectif, très tourné sur vous-même et finalement qui oublie que la société à mission vous expose aussi à l'extérieur. C'est pas juste un travail que vous faites pour vous, mais c'est un travail que vous faites également pour vos différentes parties prenantes, que ce soit vos clients, vos futurs talents, ou vos partenaires ou de futurs actionnaires. En fait, c'est vraiment un travail, qui est assez fin parce que, il faut arriver à trouver le bon curseur entre, avoir quelque chose d'hyper inspirant, hyper énergisant, donc voilà, une raison d'être avec un vrai impact sociétal, social, environnemental. Mais aussi, il faut que ça soit relié au business, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre donc dans les formulations, l'articulation avec les objectifs. C'est aussi ce travail avec les parties prenantes dont tu viens de parler. C'est le bon moment voilà, de faire participer les parties prenantes et de faire participer l'ensemble des collaborateurs si c'est possible. Donc il y a des entreprises qui font une démarche de réflexion et au niveau de l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir d'abord les associer parce que toute l'idée derrière, c'est aussi de générer, voilà, et d'attirer les talents, de fidéliser les talents et les clients. Donc c'est le bon moment de le faire et puis si vous le faites de cette façon-là, d'une manière assez participative, il va se passer que, vous faciliterez l'ancrage. Parce qu'on va dire une fois que vous avez obtenu le statut d'entreprise à mission, bah, vous avez fait qu'une partie du job, hein. Je ne sais pas, c'est Viviane, c'est qu'après la véritable mise en œuvre et ça démarche une entreprise à mission, ça n'a de sens que si c'est vraiment mis dans la pratique, voilà, de manière concrète. Alors est-ce que tu peux, nous faire part de ton expérience, sur ces aspects, voilà, de surtout pas oublier ce côté, mise en action derrière? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a le jour d'avant, c'est avant de devenir entreprise à mission, il y a le jour d'après, c'est une fois que vous êtes passé, entreprise à mission, que vous avez votre raison d'être. C'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Patrick, on peut très bien s'arrêter à la raison d'être, tout en articulant en fait, la déclinaison de la raison d'être, un petit peu comme si vous étiez entreprise à mission sans avoir les vérifications qui peuvent, aller avec. Mais le jour d'après, est probablement ce qui aujourd'hui est le plus difficile pour les entreprises, parce que c'est tellement prenant, de construire sa raison d'être et de définir des objectifs statutaires que on peut en fait en oublier que derrière, bah, il y a la mise en œuvre de cette raison d'être et de ces objectifs. C'est pour ça que, il y a un comité de mission, généralement il y a un manager de mission et ce manager de mission, il doit à la fois animer le comité de mission, mais il doit aussi, participer, voire piloter le déploiement de, la mission à l'intérieur de l'entreprise et ça passe par quoi? Ça passe par un la définition d'objectifs, opérationnels qui ne sont pas, obligatoires d'un point de vue juridique, mais qui sont fortement conseillés, notamment pour la vérification par l'organisme tiers indépendant, mais surtout qui permettent de mettre l'organisation en branle et de se dire: «OK, bon alors, voici les objectifs qu'on se définit, voici des indicateurs, des cibles, qui est-ce qu'on peut mobiliser? Quelles ressources humaines, quelles ressources financières on peut activer?» Et en fait, ça, c'est ce qui permet de faire en sorte que la mission soit quelque chose que tous les collaborateurs de l'entreprise puissent s'approprier, et traduire en des termes qui leur correspondent d'un point de vue, opérationnel et dans leur quotidien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, généralement, la raison d'être reste une phrase qui est assez générique, qui mélange quelque chose d'un peu inspirationnel et quelque chose d'un peu business et c'est pas toujours évident, pour des collaboratrices et des collaborateurs de se dire: «Bon, bah, OK, j'ai ça, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon quotidien?» Et donc c'est un de définir des objectifs opérationnels pour déployer cette mission et 2 de traduire et ou d'aider à traduire, ce que cette mission change dans le quotidien, de toutes les équipes qui peuvent être concernées par cette mission. A priori, normalement toute l'entreprise, mais des fois, il y en a qui sont plus impactés directement que d'autres. Alors est-ce que toutes les entreprises pourraient devenir entreprises à mission ou est-ce que c'est réservé à celles qui ont un impact, particulièrement important?
Non, alors toutes les entreprises peuvent devenir entreprises à mission. Alors techniquement déjà elles le peuvent, c'est-à-dire qu'il y a pas de restriction dans la loi. Donc par exemple, si je prends un exemple, je fais un tout petit pas de côté, le label B Corp par exemple, il y a des entreprises, les entreprises dans le tabac, de la défense et cetera, ne peuvent pas candidater au label B Corp. C'est pas le cas pour la société à mission. Toutes les entreprises, peu importe leur activité, peuvent candidater. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut se dire que là, justement, l'entreprise à mission, l'objectif, un petit peu presque philosophique des fondateurs du concept d'entreprise à mission, ce qu'ils ont en tête, c'est une transformation de l'économie et de toute l'économie. Donc c'est de se dire, n'importe quelle entreprise, forcément, génère, des externalités, comme on dit. Souvent, on a regardé les choses d'un point de vue négatif, donc c'est l'entreprise génère des externalités négatives, de la pollution, enfin de la nuisance sonore, peu importe, enfin tout un tas des déchets, ce que vous voulez. Et en fait, l'entreprise à mission permet de créer une nouvelle dynamique qui est de se dire: eh bien, avec la société à mission, toutes les entreprises peuvent réfléchir à la manière de piloter leurs externalités positives. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est à quoi l'entreprise sert-elle dans la société? Quels enjeux, elle a envie de traiter à son niveau, encore une fois? Et donc pour vous donner un exemple que je trouve assez amusant parce que c'est tellement loin, on peut a priori, donc c'est un cabinet d'intelligence économique, donc ils font du renseignement d'affaires. Donc on va dire que c'est pas a priori, le milieu où, être société à mission est une évidence et pourtant, ils ont décidé de passer société à mission et je vous invite à c'est le 1er épisode du podcast de la machine à sens et leur témoignage est vraiment extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, ils expliquent que, eh bien, on peut faire du renseignement d'affaires tout en étant le plus transparent possible, tout en servant, à, répondre à des enjeux, par exemple, d'esclavagisme dans certains pays, d'éviter, des pollutions, pour faire en sorte que les entreprises qui font appel à ce cabinet-là, ne puissent pas dire: «On ne savait pas. On ne savait pas qu'il se passait ça chez nos fournisseurs, chez nos sous-traitants» et cetera. Et donc, peu importe votre secteur d'activité, vous pouvez finalement vous mettre dans cette dynamique de: «Comment est-ce que je peux rendre mon activité plus vertueuse, plus responsable?» peu importe que votre activité soit a priori à impact ou pas. Alors tu parlais de Bicorp, c'est intéressant, il y avait une question de, Sonia je crois, je sais plus, sur l'aspect Bicorp, en quoi est-ce que Bicorp c'est plus engageant, plus contraignant que entreprise à mission? Alors ce sont 2 choses qui sont totalement Oui, différentes. En d'accord. fait, on peut pas et là-dessus, je suis assez catégorique parce que je trouve qu'on peut pas comparer, l'entreprise à mission et Bicorp. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, Bicorp, c'est un label. Enfin, c'est la même chose pour label Lucie, Positive Workplace, Engagé RSE, peu importe. Ce sont des labels. Et donc les labels, vous avez un organisme qui certifie l'entreprise, et l'entreprise doit répondre à un référentiel, c'est-à-dire cocher des cases, dire: «Bah, ça on le fait», gagner des points et cetera pour, obtenir le label et pour certains labels, un certain niveau, dans le label. Donc ça c'est une première chose et donc est-ce que c'est contraignant? Oui, c'est dans une certaine mesure, c'est contraignant, mais surtout, ça met l'entreprise dans des cases. Donc peu importe votre secteur d'activité et cetera, vous devez répondre à un certain type de problématiques qui sont liées au label. Alors que l'entreprise à mission, hem, est a priori moins contraignante puisque vous n'avez pas d'organisme qui vient certifier que l'entreprise, est une entreprise à mission ou pas. Mais il y a un engagement moral et un engagement profond qui est beaucoup plus fort, qui est de se dire: Nous nous imposons à nous-mêmes un certain nombre d'engagements. Nous décidons nous-mêmes que, nous voulons que ces objectifs soient, les drivers de notre activité». Et donc ça, je trouve que c'est encore plus puissant que finalement de répondre à un référentiel qui est très intéressant pour piloter, notamment la RSE de l'entreprise, mais qui va pas forcément vous servir de boussole, ou de fil à plomb. C'est une autre image que j'aime bien utiliser pour ancrer l'entreprise. Oui, on va dire que, définir, travailler sur sa raison d'être, c'est finalement la loi Pacte, enfin l'entreprise à mission encourage à aller vers ça, c'est définir le sens. C'est très structurant, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est fait partie de l'une des fondamentaux de l'entreprise. On va dire le deuxième fondamental que nous on recommande, c'est de travailler sur les valeurs, hein. Enfin, il y a même un triptyque mission, vision, valeur
et qui vont constituer les bases de votre culture d'entreprise. Et nous, on définit la culture d'entreprise de manière encore plus globale. Mais voilà, on part de l'entreprise, on part de la raison d'être, on part des valeurs, on parle de la vision et on va clarifier l'ensemble de ces fondamentaux qui vont permettre finalement d'être une entreprise avec avec une âme extrêmement forte, en mettant des mots puissants, énergisants là-dessus. Donc, c'est des entreprises qui ont une forte culture d'entreprise. Après, Voilà. juste peut-être pour préciser par rapport à ce point-là, en fait, vous avez aujourd'hui pas mal d'entreprises qui décident de passer société à mission et pour faciliter ou cadrer le déploiement de cette mission, décident d'adopter un label RSE. Pourquoi? Bah, parce que justement, vous avez un référentiel qui est mis à jour régulièrement, qui est, on va dire a priori ce qui se fait de mieux. Et donc ça permet de donner des indicateurs, d'offrir des feuilles de route, et cetera. Notamment pour les entreprises qui se disent: «OK, bon, voilà, j'ai ma mission, j'ai des objectifs, maintenant comment je les déploie?» Et donc là, les labels peuvent être utiles pour aider, au pilotage de l'entreprise. Mais c'est assez rare d'avoir des entreprises qui ont un label et qui décident de passer société à mission après. Peut-être que ça viendra, mais généralement, ça se fait plutôt dans l'autre sens, parce qu'on ancre quelque chose à l'intérieur de l'entreprise et c'est fondamental. Et ensuite, on se dit: «Bah, comment bien piloter?» Et les référentiels des labels et les RSE peuvent être utiles à ce Et niveau-là. on voit de plus en plus d'entreprises qui font les 2. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur votre, B Corp, c'est un certain nombre de questions, vous avez plein de questions auxquelles répondre. L'une des questions, c'est la raison d'être. Il faut avoir une raison d'être, il faut l'avoir travaillée. Et donc et on voit de plus en plus d'entreprises qui travaillent sur cet aspect B Corp, qui travaillent sur un programme RSE ou un EcoVadis et cetera, et qui travaillent aussi sur l'entreprise à mission. Quand on est dans ces démarches-là, c'est souvent, les entreprises en font plusieurs, voilà, mais c'est pas du tout, voilà, c'est un vrai choix. Alors quels sont les bénéfices qu'apporte, l'entreprise à mission alors finalement? Alors il y en a plusieurs. Certains sont avérés, d'autres sont plus, théoriques à ce stade. Je vais distinguer des bénéfices, que je vais dire d'organisation, de gouvernance et des bénéfices plus liés à l'activité économique de l'entreprise. En termes de bénéfices de gouvernance, il y a une sorte de triptyque que j'aime bien utiliser qui est cohérence, alignement, projection. Donc cohérence, pourquoi? Parce que quand vous passez société à mission, bah, vous devez être cohérent entre, vos dires, vos mots et vos gestes. C'est-à-dire que a priori, vous pouvez plus faire de greenwashing, de social washing, de purpose washing et cetera. Il doit y avoir une vraie cohérence entre ce que, vous faites dans votre activité et toutes les décisions que vous prenez à l'intérieur de l'entreprise, au niveau stratégique ou au niveau opérationnel et votre mission. Et ça, en fait, ça peut être très, très fort. Et là, je prends l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Allenvie, qui est donc dans l'aide à la personne et qui, a créé une application, pour aider à la formation des auxiliaires de vie. Et en fait, un des premiers drivers du développement de cette application, ça a été, justement la raison d'être de l'entreprise qui a été portée par la CTO de l'entreprise, qui avait pas forcément été impliquée dans les travaux initiaux de réflexion sur la mission, mais qui s'est dit: «Il faut que cette application soit en lien avec notre raison d'être». Et donc à partir du moment où, une raison d'être ou même une mission, est bien définie, chaque personne à l'intérieur de l'entreprise peut se dire: «Bah, moi, dans mes actions, dans les décisions que je prends, dans les projets que je porte, est-ce que c'est cohérent, avec la mission?» Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'alignement. Et on sait à quel point dans une entreprise, le désalignement peut être assez facile, que ça soit entre différentes équipes, différentes BU, que ça soit au CODIR, que ça soit entre la direction et les actionnaires, et cetera, ou même l'entreprise et les clients. Et donc là, ça crée de l'alignement parce que, bah, toutes les décisions que vous prenez sont alignées avec votre mission. Et donc, a priori, toutes les personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise approuvent, la mission et donc de fait, sont alignés sur le fait que chaque, décision stratégique ou chaque décision plus opérationnelle doit être alignée, doit être cohérente avec la mission, ce que je disais, donc ça crée de l'alignement à l'intérieur de l'entreprise, de la fluidité. Le troisième élément en termes de gouvernance, c'est la projection. Comme je le disais tout à l'heure, la société à mission, ça permet de créer de l'innovation, d'être dans une démarche d'amélioration continue et vraiment de se dire à tout moment: «Comment est-ce que je peux être encore plus pertinent pour respecter mes engagements sociaux et ou environnementaux?» Et en fait, ça vous permet de créer de nouvelles offres aussi, de réfléchir autrement à la manière dont vous packagez vos offres, vous présentez vos offres et potentiellement ça vous ouvre de nouveaux marchés aussi.
Donc ça, c'est pour la gouvernance et ensuite, il y a d'autres bénéfices qui sont plus liés, pour le coup, à des bénéfices de marché. Des bénéfices économiques, si je puis dire. Le premier, c'est sur la rétention des talents. Alors là, aujourd'hui, il y a pas de je pourrais pas vous donner, de chiffres, de statistiques avec, certitude et cetera. Mais en tout cas, il est extrêmement fréquent, d'entendre des entreprises à mission dire: «Beh, nous, on a vu notre turnover diminuer quand on est passé entreprise à mission et même pour attirer de nouveaux talents, ça nous a permis, de multiplier par 2, voire par 3, voire plus, dans certains cas de figure, le nombre de candidatures, notamment pour les entreprises qui mettent dans leurs offres d'emploi qu'elles sont entreprises à mission. Donc ça, c'est pour la partie, talent et ça, c'est sachant qu'aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup d'entreprises le nerf de la guerre, c'est absolument fondamental. Ensuite, dans un deuxième temps, parce qu'aujourd'hui, ça reste trop confidentiel quand même, ça peut avoir un bénéfice vis-à-vis de vos clients. C'est de se dire, bah, finalement, vous arrivez à fidéliser vos clients, voire à attirer de nouveaux clients parce que vous êtes entreprise à mission. Et donc ça crée encore une fois une forme d'attraction de votre entreprise vis-à-vis de votre clientèle. Et le troisième élément, à ce niveau-là, c'est que ça vous permet aussi de créer une sorte de carte d'identité, qui permet de se reconnaître entre entreprises à mission, parce que vous affichez vos valeurs, vous affichez vos objectifs et donc vous pourrez plus facilement trouver des partenaires avec lesquels travailler. Que ça soit, des partenaires, commerciaux ou des partenaires pour trouver de nouveaux marchés et cetera. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir émerger, aussi entre entreprises à mission. Et le dernier point, que j'aurais peut-être dû mettre dans la gouvernance, mais qui est assez important aussi, c'est qu'un des bénéfices, c'est que ça protège l'entreprise, vis-à-vis de l'externe. Je m'explique, finalement, quand on devient entreprise à mission, on doit respecter ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes. Sinon, les parties prenantes externes peuvent très bien dire: «Bah, l'entreprise ne respecte pas ses engagements». À l'inverse, ça protège aussi l'entreprise, notamment vis-à-vis de ses actionnaires, puisque c'est inscrit dans les statuts et donc l'entreprise peut, très bien refuser, certaines demandes des actionnaires en disant: «Ceci n'est pas cohérent, ceci n'est pas aligné, avec notre raison d'être ou nos objectifs. Donc nous sommes légitimes à dire non à votre demande, même si ça peut augmenter la rentabilité, créer plus de, augmenter le chiffre d'affaires et cetera. Si c'est pas cohérent et si c'est pas en lien avec la mission, ça permet, à la direction de l'entreprise de dire non aux actionnaires et ça, c'est quelque chose qui est aussi souvent mis en avant. Ouais, ce qui est très intéressant, tu dis, je voudrais, rebondir sur, ce que tu dis et une remarque de Wafa là qui dit, «Bonjour, selon vous, économiquement, ce mélange entre business et inspiration peut être bénéfique». C'est vraiment ce qu'on voit, dans ces entreprises à mission, c'est le fait d'assumer donc, d'avoir une posture, voilà, d'entreprise à mission avec un impact, sociétal fort et donc, mais c'est sans renier le business et c'est au contraire, quand on voit ces podcasts, tu parlais d'Alain Levy, on peut parler de Phoenix, on peut parler de Castali. On vous mettra aussi des podcasts, écoutez les podcasts de Vivien, mais on a aussi, au sein de Bioharmoniste des podcasts, le podcast s'appelle Harmony Inside, où on a des interviews d'entreprises à mission, mais pas que. Et quand vous écoutez les interviews de Phoenix ou Castali, c'est vraiment des entrepreneurs qui se disent: «C'est parce que je vais avoir un impact que, bah, je vais attirer des talents, je vais attirer des clients. Et c'est parce que je vais attirer des talents et des clients que je vais être plus productif et que je vais faire plus de chiffre d'affaires et de rentabilité et donc je vais pouvoir mieux servir ma mission. Et mieux servir ma mission, me permettra là encore et donc il y a un phénomène vertueux qui se crée et donc il ne s'agit pas d'opposer business et mission, il s'agit vraiment que les 2 se complètent et ça, c'est une sorte de nouvelle troisième voie, de dire: «On est là pour développer le business, mais plus on développera le business, plus ça aura de l'impact» et donc c'est vraiment en synergie totale. Voilà, donc cette démarche est vraiment originale. Alors, on va essayer de répondre, on touche vers la fin, on continue autant qu'il y a de questions, donc n'hésitez pas à encore poser des questions. Mais, une question sur le coût, ça coûte combien en fait d'être entreprise à mission en fait? Alors ça coûte en soi pas grand-chose, puisque, d'un point de vue financier pur, ce que ça coûte, c'est de changer ses statuts.
Bon, ça coûte un peu, mais c'est quelques centaines d'euros. Après, là où il peut y avoir des coûts supplémentaires, c'est s'il y a un accompagnement. Souvent, il y a un accompagnement juridique, donc c'est plutôt bienvenu de se faire accompagner par un juriste si il n'y en a pas à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'il y a quand même quelques modifications, etc. Et également un accompagnement, s'il y a un accompagnement par un consultant ou une équipe de consultants pour accompagner dans la définition de la raison d'être et des objectifs. Donc ça, c'est vraiment pour la partie amont. Donc il n'y a pas vraiment de coût. Pour la partie aval, les coûts qu'il peut y avoir, alors il y a un premier coût qui est sûr, c'est pour l'organisme tiers indépendant. Encore une fois, là, ça va vraiment dépendre de la taille d'entreprise. Aujourd'hui, il y en a tellement peu que c'est très difficile de vous donner des fourchettes de prix sur les organismes tiers indépendants. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez entre 1 an et demi et 2 ans avant le premier audit. Donc, c'est pas quelque chose qui va arriver au bout de 6 mois. Et ensuite, il peut y avoir d'autres coûts qui peuvent intervenir, et notamment si vous décidez d'avoir un comité de mission. Il commence à y avoir des entreprises qui rémunèrent ou en tout cas offrent une forme de rémunération aux membres du comité de mission pour les engager davantage. Donc ça, il peut y avoir ce coût-là aussi. Ou si vous décidez de vous faire accompagner, pareil, dans le déploiement de la mission pour s'assurer que tout est fluide et tout est bien animé, il peut y avoir des coûts. Donc, en tout cas, si on fait fi de toute forme d'accompagnement, les coûts sont très limités. Alors je rebondis sur une question qui est posée par, monsieur Maillard qui dit, «Quel type d'accompagnement proposez-vous pour une EURL?» En fait, de manière un peu générale, c'est quel type d'accompagnement, alors soit on peut le faire tout seul, hein, vraiment c'est quelque chose avec un bon juriste, bah, ça le fait, mais dans tous les cas, faites cette introspection et que ça soit Vivien avec la machine à sens ou nous et on travaille en partenariat ensemble, voilà, on peut aussi, vous aider. Alors toi, Vivien, par exemple, quel type de prestations tu proposes, pour accompagner une entreprise à devenir une entreprise à mission? En fait, pour la partie amont, donc définition de la raison d'être et des objectifs, j'ai 2 types d'accompagnement. Il y a un premier accompagnement qui est ponctuel, donc qui est au début et à la fin. Au début, c'est pour aider l'entreprise à bien cerner ses forces et ses faiblesses d'un point de vue stratégique, organisationnel. Donc c'est une forme d'audit un peu 360 qui permet à l'entreprise de bien comprendre ce sur quoi elle peut s'appuyer, les difficultés qu'elle va devoir surmonter, les obstacles, par exemple, je sais pas, une personne qui peut être extrêmement réticente à l'intérieur de l'entreprise à ce type de démarche-là, ou un actionnaire qui peut être réticent, et cetera. Et intervenir à la fin, c'est-à-dire en challenge un petit peu, en sparring partner, c'est comme ça que je le définis un petit peu, de l'entreprise, c'est de se dire: «Bah, OK, vous avez défini une raison d'être et des objectifs. Moi, avec mon regard un peu aiguisé sur tout ça, parce que j'en ai quand même décrypté pas mal. Bah, je trouve que ça, c'est très bien, c'est un axe qui est bien mis en avant. En revanche, ça, c'est un axe qui est un peu occulté. Cette phrase-là, elle est quand même assez générique, elle va pas beaucoup vous aider, ou alors vous vous projetez pas suffisamment, ou c'est trop ambitieux, et cetera. Donc là, c'est d'essayer de recalibrer un petit peu la raison d'être et les objectifs pour que ça puisse être le plus utile possible pour l'entreprise. Et le deuxième type d'accompagnement, bah, c'est d'accompagner de A à Z. Donc là, c'est d'intervenir au tout début, ou alors même si vous avez entamé un petit peu ces travaux, mais que vous êtes un petit peu bloqué en interne parce que vous vous rendez compte que justement vous n'arrivez pas à prendre du recul par rapport à votre activité et à votre mission. Et donc, c'est d'intervenir sur l'accompagnement de la définition de la raison d'être, l'interview des parties prenantes en interne, en externe, une revue de documentation, faire émerger des idées aussi de raison d'être, de termes qui sont forts, et cetera, qui parlent à l'entreprise, jusqu'à la définition précise de la raison d'être et des objectifs, et la déclinaison de cette mission par la suite, avec des feuilles de route, et aussi ce stress test, ce que j'appelle stress test, c'est de se dire, bah, est-ce que la mission peut survivre à 5, 10, 15 ans, par rapport à des changements sociétaux, ou par rapport à des évolutions réglementaires, ou par rapport à de nouvelles offres que l'entreprise pourrait développer à terme. Alors, nous, pour vous donner un exemple, nous, bon, on travaille déjà sur ces raisons d'être depuis longtemps et mais dans la définition et dans la mise en action derrière, mais souvent on fait appel à Vivien pour faire un double check, ce qu'il appelle le stress test. C'est-à-dire qu'effectivement ces formulations, on est dedans, voilà, mais quelquefois, bah, Vivien va nous dire: «Non, là, tel mot, ça va pas» ou dans les objectifs: «Tiens, tu peux aller plus loin» et cetera. Donc en fait, c'est un travail où c'est bien d'avoir cette prise de recul et même nous, experts du sujet, on fait souvent appel à Vivien pour faire un double check. Alors il y avait une question de Karine aussi sur, est-ce qu'on peut faire ça dès le départ?
dès la création d'entreprise, en fait. Alors, c'est tout à fait faisable, hein, et d'ailleurs, la grande majorité des entreprises à mission aujourd'hui sont nées à mission. Donc, Oui, quel est le aujourd'hui, vous avez panorama? C'est intéressant d'avoir le panorama aujourd'hui des entreprises, à mission. Il y en a combien? C'est quel type de profil? Des petites, des moyennes, des grandes? oui, effectivement. Alors, au niveau des entreprises à mission aujourd'hui, donc selon le dernier recensement qui est fait par l'Observatoire des entreprises à mission, il y a 619, alors ça a peut-être changé depuis, j'ai pas regardé, depuis la semaine dernière, mais bon, 619 entreprises à mission. Donc ouais, on reste sur quelque chose qui, faut bien s'en rendre compte, est assez confidentiel encore en France, hein. Après, il y a toute taille d'entreprise. On a, pour vous donner un petit peu c'est assez représentatif quand même globalement du tissu économique français. Vous avez 2% de grandes entreprises, 7% de TI, 41% de PME, et tout le reste, ce sont des micro-entreprises. Donc c'est vraiment pour vous dire, ça peut toucher toutes les entreprises, mais aujourd'hui, ça touche surtout des entreprises plutôt petites. Et après, au niveau de l'ancienneté, on est à une très forte majorité, alors j'ai plus les chiffres précis en tête, mais une très, très forte majorité d'entreprises qui ont moins de 10 ans, voire moins de 5 ans. Donc c'est pour encore vous montrer à quel point ça peut toucher, des entreprises qui se créent. Alors moi, je mets toujours en garde néanmoins les entrepreneurs qui créent une entreprise à mission, c'est de se dire: «Attention au fait que, vous ne pouvez pas vous appuyer sur des parties prenantes externes puisque, vous n'avez pas de clients, pas de partenaires, et cetera. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur un passif, puisque, finalement, le rétroviseur, vous en avez pas encore. Et dans les 6, 12, 18 mois, après le lancement de l'entreprise, forcément, vous allez beaucoup évoluer, potentiellement, vous allez pivoter, et cetera. Et donc la mission peut, venir un petit peu se percuter à ces évolutions-là. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à recommander un travail qui peut se faire en 2 temps, c'est de dire pas forcément se créer société à mission, mais se dire: «On veut devenir société à mission peut-être à l'horizon de 2 ans, quand on a bien solidifié notre modèle économique». Mais on commence à travailler dès le début sur notre raison d'être. Donc ça peut être une première étape qui est moins engageante aussi. Et on se met en fait en marche pour devenir une société à mission, mais à 24 mois par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est plus pertinent même par rapport au cycle de vie de l'entreprise, surtout quand elle est en création. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes même dans une phase de création, c'est bien de se poser des questions, de Tout à fait. travailler, sur sa raison d'être, mais aussi sur sa culture de manière générale. Nous, notre message au niveau de Biharmonie, c'est de dire la raison d'être, c'est un des pieds, vraiment une des racines très profondes de la culture d'entreprise, mais vous avez aussi les valeurs, vous avez aussi la vision, vous avez aussi l'organisation, vous avez aussi plein de choses. Mais c'est effectivement, quand on lance une entreprise, se poser très tôt ces questions-là, quitte à devenir entreprise à mission dans 2 ans ou de manière native tout de suite. Voilà, mais se poser ces questions-là, c'est vraiment des choses, vous êtes dans une bonne dynamique, parce que vous créez des fondamentaux très, très, très solides. Alors on touche à la fin de notre, webinaire, donc n'hésitez pas si vous avez une dernière question là, n'hésitez pas à les mettre, on va les poser et puis voilà, on va prendre une ou 2 dernières questions. Moi je voulais, en attendant ces dernières questions, il y avait une question sur la Belgique, je crois auquel j'ai pas répondu, mais je crois que la Belgique, ils étudient en fait, je crois actuellement, mais ils n'y sont pas encore. Il n'y a pas de Non. statut d'entreprise à mission. Et puis j'avais une question pour toi sur, finalement, c'est quoi tes recommandations? C'est quoi les embûches, les choses trappes qu'il faut éviter? Et si une des entreprises qui étaient là, avait des hésitations, se disait: «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Voilà, qu'est-ce que tu lui dirais quoi, en fait? Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour devenir entreprise à mission, selon toi? Alors ça fait beaucoup de questions là, C'est la dernière, donc j'ai tout mis en melting pot, Alors ce que je dirais, notamment par rapport à des personnes qui pourraient être un peu hésitantes pour se lancer dans l'entreprise à mission, en se disant: «Il y a quand même des contraintes, et cetera». Ce qu'il faut dire, c'est que les contraintes sont quand même relativement, faibles. J'ai envie de vous dire, les contraintes, vous les créez vous-même, et en fait, c'est vous qui, vous imposez vos propres objectifs, et donc de fait, c'est quand même plus simple aussi de respecter les objectifs qu'on se fixe soi-même, tout en sachant que derrière, il y a quand même un contrôle possible. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que, l'entreprise à mission, c'est fondamentalement un projet, voire une démarche qui est très
très fédératrice. Vous allez créer de l'engagement auprès de vos collaborateurs, vous allez générer des réflexions sur la manière dont l'entreprise fonctionne, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, sur la manière dont vous présentez vos offres, dont vous packagez vos offres, dont la manière dont vous communiquez avec vos clients. Donc c'est quelque chose qui est finalement très fondamental, qui engage tout le monde à son niveau en fonction de son activité. Et donc ça peut être quelque chose de vraiment très, très fédérateur, qui mobilise toute l'entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très riche dans le contexte actuel où il y a une demande de sens au travail, de reconnaissance du travail que je fais, etc. Donc ça, c'est un élément qui est fort. Ensuite, en termes de points fondamentaux pour réussir, je le disais tout à l'heure, il faut un sponsorship de la direction. Sans sponsorship de la direction, ça ne marchera pas. J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec une personne qui a quitté son entreprise depuis et qui me disait: «En fait, la raison pour laquelle nous, on n'est pas passé société à mission, c'est parce que j'étais le seul à porter le projet et que le président ne voulait pas prendre la parole, parce qu'il se sentait pas suffisamment légitime, il voulait pas trop se montrer sur ces sujets-là et donc l'entreprise n'est pas passée société à mission et donc le projet a capoté». Donc il faut un sponsorship fort de la direction générale et il faut un soutien, même s'il est passif, des actionnaires si les actionnaires ne sont pas des membres de l'entreprise. Et peut-être pour terminer, c'est de se dire, quand on se lance dans une démarche d'entreprise à mission, on se lance dans une démarche qui est assez transformante pour l'entreprise. Même si l'entreprise se dit: «Moi, je suis déjà hyper engagé, j'ai une politique RSE qui est forte, je suis nativement à impact», et cetera. Forcément, l'entreprise à mission va venir bouger des lignes à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, ça se matérialise souvent par des petites choses au départ, mais par exemple, et moi je le vois dans l'ETI dans laquelle, enfin je fais partie du comité de mission, c'est des choses toutes simples, mais il y a des nouveaux postes qui ont été créés pour répondre à la mission. Il y a beaucoup plus de transversalité, qui s'est créée entre les différentes équipes, voire les différentes filiales, parce que c'est une ETI avec beaucoup de filiales. Il y a une autre manière de réfléchir à l'offre, de se dire: «Bah, peut-être on peut aller sur de nouveaux métiers, mais même de nouvelles activités qui sont cohérentes avec notre mission». Et ça, il l'aurait probablement pas fait, j'ai pas de certitude absolue, mais quand même je crois vraiment qu'il ne l'aurait pas fait, si, il n'était pas passé société à mission. Donc il y a vraiment cette réflexion sur le fait que ça va transformer l'entreprise, alors qu'eux-mêmes étaient hyper engagés, dans des démarches RSE, auparavant. Donc c'est de se dire: «Ça va transformer l'entreprise de manière positive», et Ouais. je trouve que c'est quand même assez génial d'avoir, cette possibilité de Ouais, créer, ça, une démarche c'est assez positive incroyable, comme ça. mais nous, on a exactement le même retour. C'est-à-dire que lorsqu'on vraiment travaille profondément dans la raison d'être, donc la raison d'être et dans sa mise en œuvre, ben, on a un cap qui est clair, on a une sorte d'étoile du Nord et ce qui permet quelquefois, de fédérer, d'aligner les équipes, qui permet de savoir dire non. C'est ce que disait Vivien tout à l'heure. Quelquefois, bah, ça, des choses, on va faire des choix, donc c'est un des critères de choix et c'est un des critères de pouvoir dire non: «Non, on va pas faire ça parce que c'est pas dans notre raison d'être» et donc c'est comme tu le disais, c'est se fixer soi-même ses règles. Donc ça peut être considéré comme des contraintes, mais c'est plutôt, moi, je vois plutôt comme des règles du jeu qu'on s'applique Mmh. à nous tous et voilà, donc et on a vu énormément de cas où les entreprises vont innover, vont changer leur offre, vont, faire évoluer leur offre, vont oser des choses, en termes de produits. On avait l'un de nos clients qui était dans le courtage d'assurance et ben, sa raison d'être, c'était de courtage d'assurance voyage, c'était de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde et en travaillant là-dessus, il s'est dit: «Mais le courtage, ça suffit pas, il faut aussi qu'on maîtrise, l'aspect gestion de sinistre, parce que quand les gens partent, ils ont un sinistre, ben, il faut que ça se passe aussi bien et cetera» et donc ils se sont lancés dans ce métier de gestion de sinistre qui était pas du tout au départ, dans leur stratégie. Mais une fois qu'on regardait la raison d'être, si on voulait vraiment permettre aux jeunes de voyager de manière sereine et ben, il fallait aller jusqu'à la gestion de sinistre. Et donc il y a eu un énorme courage collectif de l'entreprise pour lancer là-dessus et ça a été 2 ans de un chantier énorme, un nouveau métier à connaître, à appréhender, mais ils l'ont fait de façon radicalement différente à leur image et ils ont fait un carton sur le plan business. Donc en fait, on a des tas d'histoires que je pourrais vous raconter et n'hésitez pas aussi, j'en profite pour, si vous souhaitez, continuer, cette conversation ou si vous souhaitez, voilà, parler de votre cas de figure particulier, si vous avez voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec Vivien ou avec moi. Vous avez un bouton en haut où vous m'envoyez un petit mail à patrick@b-harmonis.com et à Vivien aussi, hein. Vivien, toi, c'est quoi ton mail? C'est, en 2 mots? Tu peux le mettre C'est vivien@machinasens.info. Ouais, peut-être tu peux le mettre dans le chat. Bah, je Voilà, bah, voilà, n'hésitez pas voilà, à nous envoyer un petit mail. Et si vous souhaitez continuer cette conversation, ou parler, plus concrètement,
de votre sujet à vous. Allez, voilà, on le fera vraiment avec plaisir. Alors j'avais une dernière question, j'ai vu qu'il y avait une dernière question. Des secteurs d'activité sont-ils plus particulièrement sensibles à cette approche, comme les assurances, les mutuelles, et cetera? Demande Christophe. Alors, c'est vrai que les assurances et mutuelles, alors notamment les mutuelles, hein, de par le fait de leur appartenance à l'économie sociale et solidaire, généralement les mutuelles, alors je parle pas des assurances, mais les mutuelles effectivement, il y en a pas mal qui sont passées société à mission, à commencer par la Maïf, La il y en a Maïf, bien d'autres, sûr, hein. ouais. Il y a Harmonie Mutuelle aussi, il y en a plusieurs, hein, qui sont passées société à mission. Donc il y a pas vraiment de secteurs, qui sont plus prédestinés à devenir, société à mission que d'autres. Encore une fois, hein, comme je le disais, c'est vraiment une question de se dire, bah, quel impact positif, quelle externalité positive mon entreprise peut avoir. Et donc, il y a des dynamiques de secteurs qui commencent à se former. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui est assurance mutuelle, ça commence à arriver. On le voit également dans le textile et la mode. On commence à avoir plusieurs entreprises à mission. Je pense à Aigle, Fago, le site français, etc. Et vous allez avoir d'autres secteurs aussi, petit à petit, la cosmétique, On voit la même cosmétique, hein. en ouais, Mmh. mais même en B2B aussi, vous allez avoir, pas mal de choses. Et après évidemment, il y a des secteurs qui commencent à encore une fois, hein, des dynamiques sur l'éducation et sur la santé. Mais encore une fois, ça c'est presque, j'ai envie de dire, des secteurs où on se dit: «C'est assez normal», mais beaucoup d'autres secteurs, et aujourd'hui je pourrais vous citer des entreprises qui sont de Oui, secteurs de il y retraite a et des experts moyens. comptables, il y a des géomètres, je crois. Enfin bon, voilà, il y a des Il y a choses, tout, il y a tout. voilà, donc c'est pour dire que tout le monde peut être entreprise à mission. Il suffit de se fixer soi-même des objectifs d'impact sociétal. Et moi, j'ai beaucoup aimé, en synthèse, cette notion d'externalité positive. C'est qu'on parle beaucoup de RSE, de faire les choses bien, de combattre les externalités négatives. Là, c'est vraiment de voir les choses de manière positive, de se dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire comme impact?» et de l'assumer au niveau corporate. Et je voudrais terminer en disant que c'est une vague de fond, hein, qui est en train d'arriver, c'est limite un tsunami. Pourquoi? Parce que, déjà, il y a cette quête de sens des jeunes dont tu parlais, ces jeunes ont besoin de sens, mais aussi de cohérence et d'authenticité, donc il faut vraiment que ça soit fait de manière sincère. Et ne le faites vraiment pas si c'est pas vraiment porté, comme le disait Vivien, par la direction. Et puis il y a tout un aspect réglementaire qui arrive, et ça va vous servir de plus en plus dans les appels d'offres, ce genre de choses. Le fait d'être entreprise à mission, tout comme les autres labels, enfin comme d'autres labels comme Bicorp, et cetera. Mais le fait d'être entreprise à mission, c'est vraiment d'afficher une vraie, authenticité. Et donc c'est voilà, c'est des choses qui peuvent être, extrêmement bénéfiques sur le plan business. Donc voilà, en tout cas, il y a combien de tu disais d'entreprises à mission? À peu près 600, tu disais, c'est ça? Ouais, un peu plus de 600 aujourd'hui, ouais. Voilà. Mais je pense Et que ça devrait honnêtement, d'ici la fin de l'année, on aura dépassé le millier, hein. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent lié aux assemblées générales qui ont lieu en juin, donc Tout il à va y fait. avoir un gros jump, en juin. Ouais, J'imagine qu'on sera à plus de 1000, exactement. dès ce mois de juin, quoi. Voilà, donc il y a une vraie dynamique autour de ça, puis un phénomène de club, comme tu disais. C'est-à-dire que les gens commencent voilà, tu es entreprise à mission, bah, moi aussi, bah, tiens, on va faire du business ensemble. Et voilà, donc ça aide le business, mais ça a pas d'impact, il y a pas de bénéfice autre que ça. Voilà, alors écoutez, merci beaucoup Vivien, hein, de ce témoignage. Bah, Merci à merci vous de tous. l'invitation. Merci à vous de votre attention Ouais, et de vos merci à questions. tous. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, bah, on est, à la fois Vivien et moi-même à votre disposition pour approfondir ce sujet qui, comme vous l'avez compris, nous passionne parce qu'on pense que c'est vraiment une bonne dynamique, voilà, et bravo à la loi Pacte parce que c'est la loi Pacte qui a lancé ça, et c'est une initiative, très originale sur le plan mondial. Et moi, je ne rêve que d'une seule chose, c'est de voir, ça l'entreprise à mission se répandre dans le monde entier, et voir des entreprises, comme des cabinets de relations publiques qui font une sorte de lobbying, et bah, devenir elles-mêmes entreprises à mission, et d'afficher véritablement que finalement ils font un service, mais ils font un service avec une vraie notion d'impact, une vraie sincérité. Et je pense que ça peut vraiment changer la façon de voilà, et les consommateurs et les collaborateurs sont de plus en plus sensibles à ça, donc c'est vraiment une très belle dynamique qui est lancée, qu'il faut saluer. Merci à tous, et très Merci bonne journée à beaucoup. vous tous. Allez, au Bonne revoir. journée. Au revoir.